Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Méridien où nous nous retrouvons entre personnes qui vibrent pour un sujet, celui de l'impact, celui de l'influence qu'exerce le monde économique sur la société de manière générale. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'animer ce temps d'échange et ce temps de partage, cette table ronde, avec deux de mes confrères, de mes amis aussi, Candice Lourdin et Thierry Fabac, que je vais avoir évidemment le plaisir de vous présenter dans un instant. Et je suis ravie de vous retrouver et d'avoir vu que vous avez été nombreux à répondre à cet appel, à cette proposition de passer un temps déjeunatoire ensemble pour parler de ce sujet qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler, celui de l'impact de nos organisations, qu'il s'agisse d'associations, de collectivités locales ou d'entreprises, et qu'elles soient de l'économie classique ou de l'économie sociale et solidaire. Je suis Emmanuelle Bessès, je suis la fondatrice et la dirigeante de Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Mais ce n'est pas à ce titre que j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole et de réunir mes invités pour parler d'impact, c'est parce que je dirige une structure un peu particulière puisqu'elle relève de l'économie sociale et solidaire depuis 21 ans et qu'en 2020, nous avons décidé de verticaliser la façon de nous positionner sur le marché et donc de nous présenter en disant que nous sommes une société à impact d'utilité sociale. Et d'ores et déjà, vous pouvez regarder les sourcils qui froncent de Thierry, qui n'est pas forcément très aligné avec le fait que je puisse présenter ma boîte comme ça. Et puis, Candice, quand elle connaît Wunjo et quand elle m'entend parler de Wunjo, elle peut avoir un petit sourire en se disant, tiens, c'est marrant, c'est une boîte qui a une raison d'être au service du bien commun, mais qui n'est pas une société à mission. Et vous verrez dans un instant que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc, chez Wunjo, nous avons décidé de prendre la parole sur ce sujet parce que, c'est extrêmement lié à notre identité. Et ensuite, parce que nous intervenons de plus en plus pour des sociétés à la fois de l'économie sociale et solidaire, pour lesquelles l'impact est au cœur de la raison d'être, de la raison d'agir et de la raison de devenir, mais également nous intervenons pour des structures de l'économie dite classique qui, elles, tendent à se verdir, à se rosir, si je peux parler ainsi quand on parle de qualité de vie au travail, qui cherchent à avoir de l'impact et qui finalement ne savent plus très bien si elles peuvent dire qu'elles sont engagées en RSE, est-ce qu'elles sont vertueuses, est-ce qu'elles sont durables, est-ce qu'elles ont à mission. Et en fait, il y a un imbroglio assez extraordinaire dans la façon dont on parle de soi, de son entreprise, et dans la façon dont on regarde les sujets. Plutôt que de livrer des guerres, nous, chez Wunjo, on préfère la paix, et d'ailleurs, c'est l'un des ODD. On a décidé plutôt de réunir deux personnes qui sont absolument expertes, passionnées, très engagées. Je vous promets une table ronde qui va être absolument vitaminée pour discuter dans un ton constructif, positif et très pragmatique de ce qu'est cette notion d'impact, la décrypter avec vous et vous partager des bonnes pratiques. Alors, avant de commencer, j'ai envie de proposer une petite devinette à mes deux invités. Ils ne sont pas au courant de la devinette que je vais leur poser. Donc, en live, Candice, en live, Thierry, quel est le plus grand point commun et en même temps la plus grande différence entre Carglass et les Nations Unies? On a combien de temps pour réfléchir à la Ah, question? pas beaucoup. Et si tu sais, je te donne ta langue au chat. Ah, tu peux, là, je ne sais pas, je ne sais Tu pas. sais Non, pas? non. J'imagine qu'il y a une notion d'impact au milieu, mais Carglass, je vois bien l'impact qui n'est pas énorme, qu'on peut traiter presque de façon simple pour éviter de basculer sur des impacts plus forts. J'imagine que c'est un peu ça le lien avec Global Compact, Nations Unies, voilà, qui est l'ancêtre un peu de l'objectif des objectifs de développement durable. Et j'imagine, voilà, c'est un peu la notion d'importance de l'impact, qu'il vaut mieux s'en occuper quand ils ne sont pas trop graves. Voilà. Pas Mais bon. mal, pas mal. Tu es plus que tiède. Ah, ok. Alors moi, je dirais qu'en effet, bon, évidemment, il y a cette notion, ce mot d'impact qui pourrait être le point commun entre les deux. Seulement, en fait, pour vraiment avoir de l'impact positif et adresser les enjeux sociaux, mondiaux que porte le Global Compact, il faut plus qu'une pièce de 2 euros.
ça c'est sûr. Et après, je sais pas, quand on parle de Carglass, on parle de pare-brise, et donc il y a le côté transparence finalement, parce que il faut bien regarder à travers le pare-brise pour savoir où on va. Et du coup, je ferai en fait ces deux liens-là entre le côté transparence qui est aussi intéressant porté par le Global Compact, et que finalement, si on parle de pare-brise, c'est qu'on est en train d'être en mouvement, qu'on va vers une direction. Et là aussi, les ODD finalement sont des directions plutôt intéressantes. Cher public, vous avez vu le ton et le niveau de ces réponses, c'est extraordinaire. Merci à tous les deux. Vous êtes tous les deux tièdes, chauds et en fait, vous avez donné des réponses qui sont très justes, en tout cas en fonction de ce que vous avez imaginé, mais vous êtes allés même encore plus loin. Les deux placent l'impact au cœur de leurs actions et de leur raison d'être, mais effectivement, pour l'un, avoir un impact est un problème, pour l'autre, ne pas en avoir est un problème, et en tout cas, les deux sont impact-centric. C'est comme ça qu'on pourrait dire les choses. Merci d'avoir joué le jeu. Bon, alors, cette notion d'impact, au-delà du clin d'œil, on voit qu'elle est très largement utilisée ces temps-ci dans l'univers de la responsabilité ou dans l'univers de la durabilité. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle ne signifie pas toujours la même chose en fonction de qui on est et de là d'où on regarde finalement les sujets. Quand on est un acteur public, quand on est un acteur privé, quand on est une ONG, quand on est une société capitaliste, quand on est un financeur, quand on est un financé, quand on est dans l'économie classique, quand on est dans l'économie sociale et solidaire. Ce que je vais vous proposer évidemment à tous les deux, c'est pas de rentrer dans tous les méandres de la CSRD et de cas extrêmement isolés d'une start-up qui sera en difficulté. C'est plutôt dans un premier temps qu'on puisse définir ces concepts et que vous puissiez nous partager vos représentations, parce que tous les deux, vous êtes globalement d'accord, mais pas forcément toujours sur tout, et c'est aussi intéressant. Et puis, de nous partager dans un deuxième temps, pendant cette table ronde, des bonnes pratiques. Ça peut être des études de cas qui sont intéressantes à modéliser, ça peut être vraiment des conseils très opérationnels pour que notre public puisse repartir avec des leviers et des outils activables. Je vais vous proposer de vous présenter juste en une petite minute. Je voudrais juste dire un mot sur chacun d'entre vous avant qu'on commence. Thierry, pour moi, je vais afficher la petite slide qui te présente. Thierry, pour moi, tu es… des fois, je t'appelle l'ayatollah de la RSE parce que tu es un fou furieux du sujet. Ça fait de très, très nombreuses années que tu es dans l'univers de la durabilité. Tu as vécu, pour moi, les tsunamis, les marches avant, les marches arrière, et tu fais partie de ceux qui font un lobbying vertueux au quotidien, dans tes activités associatives, dans tes activités professionnelles aussi. Tu es intarissable. Je vous préviens, cher public, le problème avec Thierry, c'est quand il commence à parler, il faut l'arrêter. Voilà, ça c'est dit. Et ce qui m'a toujours frappé chez toi, c'est à quel point tu es animé et souvent en colère par rapport à tout ce qui se fait pas ou pas assez bien ou pas assez vite, mais que dans le fond, ce qui t'anime, ton intention profonde, c'est de concilier les deux mondes. Oui, alors, c'est clair, merci pour cette présentation. Ayatollah, je ne sais pas, motivé, impliqué certainement, et puis je pense avec quelques bonnes raisons. Oui, je m'occupe d'une association, donc plutôt au monde de SS pour ce qui est du côté bénévolat, tout ce contexte-là, et je suis donc, c'est vrai, très impliqué dans le monde de la RSE, responsabilité sociétale, depuis pas mal d'années. Et en fait, comme mon âge le laisse à penser, je suis rentré dans la vie active à une époque où tous ces sujets étaient très loin, très très loin du compte. Et je fais partie de ceux qui, au cours de leur carrière, tout en étant assez loin de tous ces sujets, petit à petit, aient pris conscience presque sur le terrain, dans des relations avec les individus, avec les personnes. J'étais d'abord plutôt dans des fonctions commerciales et j'évoluais de plus en plus vers la gestion pour aller même jusqu'à la finance. J'étais pendant des années dans la cession-acquisition d'entreprise, la levée de fonds. Et donc là, de plus en plus, j'avais quand même des warnings qui me laissaient penser qu'entre ce que je manipulais comme information, gestion comptable et les réalités du terrain et les enjeux, les choses, tout l'environnement qui entoure l'entreprise, l'économie, il y avait quand même un décalage. Et surtout, donc, tu le sais, Emmanuel, parce qu'on s'y est eu croisé, j'ai eu l'occasion de rentrer un peu sur le tard au Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement justement qui, depuis des années, est très focus sur ces sujets comme on dit, de performance globale, et de regarder donc le côté économique, bien sûr. Quand on est dirigeant, on peut difficilement échapper à regarder le côté économique, mais s'intéresser aussi au côté social, de la relation avec les personnes, le côté sociétal et le côté, bien sûr, environnement.
Voilà, et donc, entre mes préoccupations, mes évolutions, je dirais, sur le terrain et cette rencontre au CJD, vraiment avec un mouvement qui était très actif et très à la pointe sur ces sujets, j'ai plongé à fond vraiment là-dedans. Et ça m'a donné même l'envie, presque le besoin de basculer dans le conseil RSE, d'abandonner la finance au courant de 2016 pour m'impliquer sur ce travail de pédagogie, d'échange avec les entreprises, surtout les TPE-PME. On parle souvent de RSE côté grande organisation, on a un peu cette image originelle de la RSE, surtout en France. Et en fait, et entre autres au CJD, on le voit avec beaucoup de TPE, PME, de dirigeants vraiment de petites structures, qui a une RSE beaucoup plus largement, qui n'est pas forcément appelée RSE, mais et qui est très importante. Et c'est ce qui m'a fait me donner envie de m'impliquer, de faire passer des messages, de provoquer des rencontres, d'éclairer, voilà, d'organiser des événements. Et je suis toujours là-dedans. Le ayatollah, je ne sais pas, parce que je passe un peu moins obtus ayatollah, mais c'est vrai que voilà, je suis très impliqué. J'essaie de défendre certains regards. Voilà. Merci Thierry pour cette présentation et ce background qui éclaire aussi, bien sûr. À tes côtés, Thierry, Candice Lourdin. Ce que j'ai envie de dire sur Candice, c'est que je l'ai rencontrée au mouvement Impact France, qui est une association, une structuration qui réunit des dirigeants qui justement sont motivés par l'économie à impact et qui ont envie d'œuvrer au service du bien commun. Candice co-dirige le cabinet de Saint-Front, qui a une très grande qualité, au-delà d'être cliente de mon cabinet, bien sûr, ça c'était pour la petite boutade, d'être un acteur hyper disruptif de son marché, de l'accompagnement en conseil RSE, en diagnostic, et qui accompagne les organisations qui souhaitent devenir sociétés à mission, et ce, depuis de nombreuses années, dès la création de la loi Pacte. Le cabinet s'est emparé de ce sujet-là et le fait avec beaucoup d'humanisme et avec un état d'esprit, en tout cas, qui nous touche très, très fort chez Wunjo. Candice, moi, ce que j'apprécie chez toi et qui m'a donné envie que tu sois là aujourd'hui, c'est que tu es à la fois capable de parler de concepts, de CSRD, de rendre des notions extrêmement complexes très accessibles, mais surtout, tu es une nana du pratico-pratique et du terrain. Et bien voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Non, merci Manuel. En tout cas, si je dois me présenter en 2 mots, j'essaie de faire très court, c'est que je pense être quelqu'un d'entier, mais avec ses limites. Et c'est pour ça que j'essaye de concilier mes convictions et mes actions. Et c'est que ce soit à titre perso, évidemment, mais aussi à titre pro. Et donc, à travers ce levier qu'est le cabinet de Saint-Front et ses activités tout autant d'audit d'entreprise sur la partie RSE au sens large, ou société à mission, ou sur la partie accompagnement, comme le dit du coup Emmanuel, et ça depuis plus de 15 ans, et on essaye de porter cette voix que de toute façon, face aux enjeux, qu'on y soit sensible ou pas, qu'on ait une seule ou 25 cordes sensibles qui vibrent face à ces enjeux-là, on a la conviction au cabinet de Saint-Front que soit ça se passe au niveau de la stratégie des entreprises, soit ça ne se passe pas. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de prendre la parole là. Et merci pour cette opportunité, Emmanuel, de pouvoir témoigner de certaines choses qu'on voit avec nos clients, de ce qu'on expérimente nous-mêmes, parce qu'on est société à mission depuis maintenant quelques années. Mais c'est aussi pour ça que je suis au mouvement Impact France, mais aussi au MEDEF, et que je vais essayer de porter une parole aussi disruptive, du coup, au MEDEF sur ces sujets-là, et que je représente pour Toulouse la communauté des entreprises à mission, qui essaye de rassembler des bonnes pratiques, des acteurs qui veulent montrer la force de ce modèle d'entreprise. Merci Candice, super. Petites instructions avant qu'on démarre et qu'on lance véritablement le sujet. Donc, cher public, vous avez normalement sur la droite de votre écran, vous avez un chat qui vous donne la possibilité de poser des questions, de réagir, de déposer peut-être des commentaires. Je vais être votre parole et je vais surveiller le chat à mesure que nos invités, évidemment, prennent la parole et répondent aux questions que j'ai préparées. Vous avez également un petit sondage qui apparaît, je pense, aussi sur votre droite, qui va vous permettre de déclarer, finalement, de nous permettre de savoir un peu qui vous êtes et où vous en êtes. Et on vous demande tout simplement de positionner la structure dans laquelle vous travaillez, que vous la dirigiez ou que vous en soyez un collaborateur, une collaboratrice, en fait, pour nous permettre de comprendre quelle est la représentation que vous avez de ce sujet de l'impact. On clôturera les votes tout à l'heure et je vous ferai un petit partage à l'écran
des personnes qui sont réunies avec nous aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 13h30. Ça peut paraître un gros morceau dans notre emploi du temps. Ça va passer à une vitesse folle puisqu'on a beaucoup de sujets à aborder et évidemment, on a pris le soin de préparer pour sélectionner les messages les plus importants à vous faire passer aujourd'hui. Le webinaire est en live et il est également enregistré. Donc, dans la mesure où vous êtes inscrit sur Webikeo, vous recevrez à l'issue du webinaire un lien avec le replay. Donc, à partager sans modération si ce qu'on a évoqué aujourd'hui vous semble avoir de l'intérêt, de la valeur pour votre écosystème. Et que vous dire d'autre on espère que vous allez passer un bon moment avec nous et que cet instant aura de l'impact dans votre vie. Allez, c'est parti pour la première partie. Je vais vous proposer tous les deux, comme je l'annonçais dans le petit sommaire tout à l'heure, qu'on clarifie les notions. Voilà. De quoi on parle, quelles sont finalement, il y a d'un côté les définitions officielles, il y a de l'autre côté l'expérience que chacun de vous avez, il y a vos représentations, il y a aussi votre envie de repositionner certaines choses et peut-être d'amener de la clarté et des distinctions. Thierry, ma première question, elle sera pour toi. Attention, c'est parti. Je mets la pièce dans le jukebox de Thierry. Thierry, qu'est-ce que c'est l'impact pour toi? Alors, l'impact, voilà, bonne question et un peu la question clé parce qu'on ne va pas rentrer forcément dans les détails et s'appuyer sur vraiment les définitions, le côté académique, mais enfin, je fais partie de ceux quand même qui pensent qu'aujourd'hui, il est bon de remettre un peu des choses au clair pour éviter certains malentendus fâcheux que je vois assez régulièrement sur le terrain. Tu parlais toi-même un peu de ces acteurs engagés, un peu de deux catégories très, très génériques, qui sont d'un côté les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et les entreprises, les scopes, associations, SIC, qui ont choisi de s'engager avec des statuts assez particuliers, qui prévoient tout un tas de choses. Et de plus en plus, heureusement, de l'autre côté, dans l'économie dite classique, des entreprises qui se veulent ou qui se disent également engagées, voilà, avec là des profils, des appellations assez variables. Tu en as toi-même parlé, société à mission, entreprise engagée RSE, entreprise à impact, voilà. Tous ces termes-là se chevauchent et c'est vrai qu'on peut être satisfait qu'il y ait en fait de plus en plus de structures qui souhaitent s'engager, mais parfois, y compris dans les relations entre ces structures, les choses sont parfois un peu compliquées, un peu plus compliquées, il y a des malentendus et mon objectif, et ce dont on a parlé, c'est de lever au maximum ces grands malentendus avec l'idée quand même très positive. Il ne s'agit pas de dire les uns sont en faute ou quoi, c'est de favoriser les coopérations, les collaborations. Parce que comme tu le sais, donc je suis un acteur très, très concerné par ces sujets d'engagement et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au niveau local, au niveau de proximité. Et nous avons, face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, énormément besoin de coopération territoriale au niveau du terrain, au niveau des TPE, PME et même des grandes entreprises. Et il va de soi pour moi que cette coopération, elle passe par de meilleures relations, par des échanges un peu plus fructueux entre ces acteurs classiques, toute forme d'engagement, et les entreprises ou associations du monde de l'économie sociale et solidaire. Et à ce niveau-là, le terme d'impact, qui est vraiment très utilisé dans ces deux mondes, à mon avis, est un peu piégeux parce que justement, derrière ce terme impact, ces deux mondes ne mettent pas par culture, presque parfois par statut, les mêmes définitions. Et par moment, ce qui peut arriver, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de la même chose, et puis on découvre en cours de route, et parfois c'est désagréable, qu'en fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets. Et ça peut provoquer des malentendus, voire des désagréments, voire presque des disputes. Voilà, et c'est vraiment l'objectif de la chose. Je dis ça, la RSE, donc la responsabilité sociétale, est déjà un monde vaste qui fait l'objet de pas mal de discussions avec des termes un peu barbares. Et la responsabilité sociétale donc, a au moins l'avantage d'être quelque part codifiée. Et surtout, donc, depuis la loi de 2009, la loi Pacte, dite loi Pacte, il y a eu cette volonté de remettre un peu les choses au clair, y compris au niveau juridique, ce qui fait quand même un peu référence. Et donc, avec la loi Pacte, on a mis en place des choses un peu qui éclairent un peu qu'est-ce qu'on appelle la responsabilité. Et la notion d'impact,
est venu quelque part là aussi dans tous ces termes-là, de nouveau un peu au cœur des débats. Et aujourd'hui, donc, même il y a en France une organisation qui s'appelle la plateforme RSE, rattachée à Bercy, qui fait de la pédagogie à ce sujet. Et il y a quelque temps, assez récemment, en 2023, ils ont même senti le besoin de sortir un petit bréviaire pour justement remettre au clair la notion d'impact, qui est donc très utilisée dans le monde de l'engagement en version RSE, mais y compris dans les sociétés à mission, fait tout cet univers-là, et qui est utilisé donc dans le monde de l'ESS, sachant que ces deux notions, donc il y a des distinguos qui viennent, et là on peut rentrer dans le détail, mais il y a une volonté de revenir dans les définitions. Je dirais en gros ce qui me semble, on peut reparler des définitions, je ne sais pas si tu vas aller jusque-là, me faire dire les définitions. Au moins que tu donnes la définition officielle de l'impact pour le coup. Je peux dire, enfin, et reprise par la plateforme RSE, l'impact, c'est l'effet qu'une entreprise a ou peut avoir sur l'économie, l'environnement et les populations, incluant notamment son effet sur les droits humains comme résultat des activités ou les relations d'affaires de l'entreprise. Les impacts, ils peuvent être avérés ou potentiels, négatifs ou positifs, à long ou à court terme, intentionnels ou non, réversibles ou irréversibles. La notion d'impact vise la contribution de l'entreprise, négative ou positive, au développement durable. Ça, c'est donc quelque part le bréviaire lié à la RSE, lié à la loi Pacte et tout. Voilà. Et dans cette définition, donc, où tout le monde, à la limite, peut se retrouver, entreprise classique comme entreprise de l'ESS, ce qui se passe après en pratique, c'est que culturellement et par rapport justement à la définition de ce qu'est l'ESS, on va plus ou moins prendre en compte les impacts économiques et financiers quand on regarde l'ensemble des impacts de la structure. Voilà, je crois que ça, je ne sais pas si mon message est clair. Quand on faut que tu le paraphrases, je pense. Ouais. Quand on est dans le monde classique, voilà, on s'intéresse aux impacts environnementaux, sociaux, à tous les impacts, tels que je viens de les repréciser ici, négatifs ou positifs, mais on est quelque part culturellement obligé de surtout faire attention aux impacts économiques et financiers, parce que quelque part, on est largement jugé sur ces aspects-là, le résultat économique, la rentabilité, alors que dans le monde de l'ESS, y compris les entreprises, non pas cette primauté de l'économique et du financier. L'économique et financier est culturellement beaucoup plus traité comme un moyen, et qui est bien sûr pas neutre. Hein. Si vous n'avez pas du tout d'argent en tant qu'entreprise ou même association, vous pouvez à un moment donné, vos impacts risquent d'être faibles. Mais donc l'économique et le financier viennent vraiment en second plan. On s'intéresse d'abord et avant tout aux impacts sociaux, voire environnementaux. Voilà. Et ça, quand on parle une entreprise impact, société impact, ce poids de l'économique et du financier, qui n'est pas forcément mis en avant à tout bout de champ, surtout pour des entreprises qui se veulent RSE engagées, elles vont parler de leur impact environnementaux, sociaux, mais quelque part, naturellement, fondamentalement, le poids de l'économique et du financier sera plus important pour les uns que les autres. Dans ce monde, voilà. Ouais, ce que j'entends, c'est profit first versus intérêt général first. Et par contre, c'est très intéressant ce que tu dis. Souvent, on nous dit, oui, mais vous, dans l'ESS, vous êtes des bisounours là, avec vos petits papillons, et l'argent, mon Dieu, c'est sale. Non, on n'a pas du tout dit ça. On dit juste que, par contre, la dimension économique, elle est au moyen, que ce n'est pas notre finalité. Par contre, on ne dit pas qu'on ne cherche pas à avoir de la performance économique. Dans tous les travaux, y compris la façon de concevoir les lois, les réglementations, les arbitrages juridiques et tout, on est sur ces deux fonds culturels qui s'imposent, qui restent assez déterminants. Et par exemple, je dirais presque dans l'extrême, les acteurs du monde financier, les banques, tous ceux qui gèrent de l'argent, même lorsqu'ils regardent l'impact, lorsqu'ils parlent d'impact, de la finance impact, on parle sont quand même obligés, sont contraints par leur culture et par la nature même de ce qu'ils font, à prendre en considération de façon assez forte l'économique et le financier. Et ça, je vois, on en a déjà parlé, c'est par exemple des acteurs de type Scope, SIC, des sociétés qui ont des statuts, des engagements, des raisons d'être très forts au niveau de leur impact, de leur volonté d'impact, se retrouver face à des financiers, face à des banques, qui leur demandent à leur goût un peu trop
de se positionner, d'être clair, d'être explicite, de marquer des points sur le côté financier. Et ça, ils ne supportent pas, enfin, ils ne voient pas pourquoi on viendrait les challenger à ce point. Voilà, et c'est un des malentendus, une des tensions que je vois sur le terrain, des entreprises aujourd'hui, du monde par exemple, des coopératives, qui, dans le monde tel qu'on est, quand elles ont besoin de financement, entendent à leur goût un peu trop parler de l'aspect économique et financier. Et quand on parle impact, qu'elles essaient de mettre en avant les impacts positifs qu'elles ont, elles se voient quelque part challengées sur d'autres aspects qui touchent à de l'impact, mais version plus financière. Ok. Je t'interromps, Thierry. J'adorerais entendre en réaction le point de vue de Candice. Est-ce que tu partages le point de vue qui vient d'être partagé? Oui, je partage avec, on va dire, une autre sensibilité sur certains points. Après, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes pour la plupart des sociétés. Il est nécessaire d'avoir un résultat pour continuer à vivre. C'est comme si, en fait, assez souvent, je fais des comparaisons qui sont tirées par les cheveux, mais c'est pas grave, j'assume. Je vous ai dit que j'étais une personne entière. Peu importe. C'est un peu comme si, en fait, on se disait, ah ben non, mais moi, je suis un corps humain, mais par contre, je n'ai pas besoin du sang. Tout ce qui est important, ce sont les organes, etc. Mais en fait, pour moi, l'économie, c'est comme le sang, c'est qu'il amène en fait de l'oxygène, il amène des nutriments aux autres organes. Et ben, le corps, il ne peut pas fonctionner sans ce sang, mais le sang est au service en fait des autres organes. Et pour moi, c'est un petit peu ça en fait, d'essayer de se redire que l'économie est au moyen d'eux. Et ben oui, c'est au moyen d'eux, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est que c'est nécessaire. Sans moyen, il n'y a pas de résultat. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si on est sur un principe d'entreprise ou d'association quand même qui du coup doit avoir des leviers de pérennité dans le temps, il faut quand même qu'il y ait une circulation d'argent et donc d'économie. Donc, voilà, premier point, en effet, ça sert à mon sens pas à grand-chose d'essayer de se faire plus vertueux que l'on est, et je pense que c'est plutôt des sociétés qui ne sont pas dans l'ESS qui qualifient les sociétés de l'ESS comme des bisounours parce qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent en fait, et qu'elles ont oublié que ces entreprises de l'ESS ont l'impérieuse nécessité, du fait de leur objet social, d'avoir une pérennité économique pour avoir la pérennité de leurs activités et de pouvoir servir leur objet social lui-même. Donc, premier point, pour moi, il faut, et même à la base, si on vraiment à la base de la base, si vous connaissez un peu le développement durable, si vous vous rappelez, il y avait 3 cercles, il y avait le social, l'environnemental et l'économique. Ils étaient à la croisée des 3 qu'on trouvait une certaine harmonie. C'était pas l'un à la place de l'autre et ainsi de suite. Après, derrière, on y reviendra dessus sur ces trois cercles qui sont censés être équilibrés, justement, qui posent souci. Le regard développement durable, on pourra en reparler. Voilà. Okay. Après, on pourra tout à fait parler du côté durable d'un développement ou d'une croissance. Mais bon, ça, c'est pour un autre événement dont je vous parlerai un peu après si Emmanuel nous donne l'opportunité de. Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui est important quand on parle de clarifier les notions, c'est bien sûr, on peut voir qu'il y a une sorte de gradation assez simple qui n'appartient qu'à moi. C'est en gros, il y a les entreprises qui, on va dire, respectent la loi, grosso modo, en sachant qu'il y en a qui ne le font pas, donc c'est déjà pas mal, surtout que le droit français est quand même très, très exigeant, donc déjà, c'est pas mal, respecter le droit français et le droit européen. 2, il y a celles qui mènent des petites actions ponctuelles. Je vais soutenir une association, je vais permettre à mes collaborateurs d'avoir un après-midi massage et compagnie. Il y a celles qui vont avoir ensuite, on va dire, une politique RSE plutôt structurée, qui ont réussi à identifier leurs enjeux socio-environnementaux et qui, au regard de ces enjeux, vont se dire « Ok, moi, j'ai envie d'atteindre ça comme objectif sur chacun de ces enjeux » et donc sont dans une démarche d'amélioration continue avec du pilotage, des indicateurs, des personnes qui vont suivre ça et dont cette fonction-là est légitimée dans l'entreprise. Parce que souvent, quand on parle de moyens, c'est que, en fait, on rajoute une casquette RSE à des personnes, mais elles n'ont pas le temps de le faire. C'est assez basique, c'est souvent ça. Puis, il y a celles qui vont, on va dire, passer de l'autre côté du miroir, comme devenir société à mission, mais pas pour juste dire bien ce qu'elles font, mais pour faire mieux et apporter encore plus que simplement de l'économie et des impôts et de l'emploi. Et après, je mets au même plan, parce que je n'ai pas forcément envie de créer de gradation, mais il y a des entreprises qui peuvent se référer, et on va y venir sur le côté impact, selon une grille portée par le mouvement Impact France, et qui, pour le coup, est une grille relativement intéressante. Et il y a également, pour certains d'entre vous qui l'ont entendu, les entreprises de B Corporation, B Corp aussi, qui
en fait, permet d'être questionné et de savoir où on se situe. Aujourd'hui, pour moi, il y a des entreprises de l'ESS qui, en fait, vont être beaucoup plus avancées que la meilleure entreprise qui a la meilleure note B Corp et inversement. Le tout étant, en fait, de dépasser ça parce que une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est quand même assez simple, c'est « statut ne fait pas vertu ». Je savais que tu savais très bien. Ah non, mais tu m'as piqué ma réplique. Non, c'est moi qui t'ai donné. Hein. Donc, peu importe, statut ne fait pas vertu. Parce que, avant tout, en fait, quand on parle c'est important d'avoir des concepts parce que ça permet aussi de savoir où on se situe. Dans la mesure où on va dire il y a l'économie classique et puis nous, on va être un peu des trublions, mais de plus en plus nombreux pour bousculer un peu ce système économique. Donc, c'est pas mal d'avoir des concepts parce que ça permet un peu de se rassembler quand on en fait partie et de se dire déjà, on n'est pas tout seul à avoir cette conception-là de l'impact. Et puis, ça permet aussi, en voyant en fait d'autres qui peuvent dire non, moi, mon impact, il est plutôt du fait d'être société à mission, par exemple, et ça peut inspirer. Donc, c'est assez sympa quand même d'avoir ces concepts, pardon. Mais ça ne suffit pas. Pour moi, c'est important en fait de passer à la notion d'acte. Et donc, c'est pour ça que c'est important de dire, OK, j'ai de l'impact, mais j'ai de l'impact parce que je fais quoi je fais quoi et pour qui, avec qui. Et donc, c'est important déjà de partir, en principe, où il faut être déjà responsable de ses actes, qu'ils soient, surtout quand ils sont plutôt négatifs. Voilà, je pollue. Je change mon PC tous les ans, même si j'en ai pas besoin, c'est de l'obsolescence programmée, mais j'ai une conscience que peut-être ça a un impact négatif, donc je me rends redevable et responsable du coup de ces actes et j'essaie d'avoir une cohérence d'ensemble. Et là, ça me permet d'introduire cette notion de ne pas chercher forcément l'exemplarité. Parce que quand on cherche l'exemplarité, on trouve toujours, l'autre va toujours trouver une faille sur laquelle attaquer et pour dire c'est pas suffisant. Voilà. Donc, du coup, déjà, essayer d'être en cohérence et que ce qui semble être un changement dans ses pratiques, la plupart des entreprises, souvent, quand elles démarrent, elles me disent mais c'est bon, j'ai mis en place le tri sélectif. Super. Bon, clairement, c'est pas la panacée, mais c'est déjà pas mal. Et après, une fois qu'en fait, le tri sélectif devient tellement une habitude, on va passer à autre chose et ainsi de suite. Et comme ça, on va tendre vers peut-être les meilleures pratiques. Mais pour moi, pas d'absolu sur le côté exemplarité. Être redevable de ses actes, point, et donc être responsable. Deuxième élément, après pour moi, très clairement, quand on parle d'impact, c'est œuvrer pour le bien commun, point. Pas d'autre définition, c'est œuvrer pour que la Terre elle reste habitable pour nous. Grosso modo, les moustiques et les fourmis, je pense qu'ils survivront mieux que nous à une France à plus 4 degrés. Donc, très clairement, c'est comment on fait en sorte pour que, du coup, nos entreprises, nos choix d'action à titre perso ou pro, en fait, vont plutôt dans un sens d'une habitabilité préservée de la Terre, point barre. Et pour ça, il y a plein d'exemples. Et le but, en fait, aussi, de prendre la parole, de répondre à votre intérêt, vous, participants aujourd'hui, c'est de montrer, en fait, que vous n'êtes pas tout seul à vous poser des questions et qu'il y en a même, du coup, qui sont passés de l'autre côté et font la démonstration, d'une part, que l'impact, il est factuel, tangible, mesurable, et qu'en plus, économiquement, ça va très bien, quoi. Au contraire. Voilà. Super clair. Tu as parlé de réduire les impacts négatifs et d'œuvrer pour le bien commun comme étant finalement les deux faces d'une même pièce, ce que certains appellent minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs, c'est ça? Oui, complètement. Okay. Ouais, non, très clair. Je reformule pour si jamais il y a des néophytes avec nous. Yes. Thierry, pour clôturer cette première partie de notre table ronde, est-ce que sur les définitions ou les reprécisions sur les représentations des concepts, est-ce que tu as quelque chose à dire? De toute façon, je suis sûre que tu vas dire oui. J'ai à dire, moi ce que je constate, c'est qu'on peut dire, l'engagement, les statuts ne fait pas vertu et compagnie, mais enfin, quand on est entre parties prenantes différentes, entreprises à mission, qui travaillent avec une entreprise X, c'est qu'on a besoin de points de repère, et il y a des choses plus ou moins significatives, ou des garanties, entre guillemets, que tel ou tel acteur avec qui on est en relation, parce qu'il a tel statut, parce que tout ça, a priori, ça doit offrir quelques garanties, fragiles, on le sait, mais ça permet un peu d'aider à positionner les uns les autres. Voilà. Et on parlait tout à l'heure d'entreprise à impact. Ce qu'on peut dire de l'entreprise à impact, c'est un terme qui est souvent utilisé, ça n'existe pas juridiquement. Contrairement à la société à mission qu'on connaît bien, donc cette fameuse loi Pacte qui a donné naissance à cette qualité juridique de société à mission, avec tout un tas de critères et même pour ce qui est la société à mission, un organisme indépendant tiers qui vient s'assurer régulièrement que l'entreprise mérite bien de conserver cette qualité. L'entreprise impact, demain, vous souhaitez vous appeler, vous déclarer entreprise impact, vous pouvez le faire.
sans avoir aucune garantie à offrir, sans avoir aucun contrôle de qui que ce soit qui puisse venir vous challenger sur le sujet, parce que ce sujet, justement, n'a pas de cadre juridique. Voilà. Ouais. Bon, quand on est, ceci étant dit, par exemple, entreprise qui rejoint le mouvement Impact France, qui, comme son nom l'indique, essaie de rassembler l'ensemble des organisations du monde de l'ESS ou pas, qui souhaitent avoir un impact, en rejoignant un mouvement, vous pouvez espérer, compter, si vous mettez en avant cette appartenance à tel ou tel mouvement, tel club, que quelque part, ça vous positionne comme entreprise impact, mais ce n'est pas, c'est très fragile, c'est une adhésion, voilà. Donc, tout ça pour dire que revenir par moment, en-delà des concepts, à des choses qui sont posées juridiquement, qui ont un cadre académique, des chercheurs, des gens qui ont fait des études, des résultats, voilà, des choses traitées de façon rationnelle et scientifique, ça peut être utile quand on a justement une accumulation de termes, de choses qui se recroisent, et on le sait avec des gens qui justement vont un peu trop penser qu'ils vont pouvoir quelque part, j'allais dire, esbrouffer, faire de l'enfumage en se prétendant société à mission ou société impact ou telle position, alors qu'en fait, dans leur pratique, ils sont très loin du compte. Voilà, ça c'est clair. Donc j'invite tous ceux qui peuvent écouter aujourd'hui à aller regarder un peu ce qu'il en est de ce côté cadre juridique et tout, pour savoir un peu dans quoi les uns et les autres, dans quel contexte ils sont, en découvrant, par exemple, on parlait même dans le monde de l'ESS, tu as là aussi des catégories, je ne sais pas si ceux qui connaissent, on ne va pas rentrer dans le détail, le statut d'ESUS, qui est un statut, un engagement particulier de sociétés qui se disent, qui sont dans l'économie sociale et solidaire, qui positionnent sur certains sujets, qui donnent certains critères. Si vous respectez ça, vous pouvez être statut ESUS, c'est contrôlé, c'est vérifié, sinon non, voilà. Donc, encore une fois, ça vaut, mais au moins, on a des points de repère sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà. Et utiliser les bons mots, c'est important. Société à mission, c'est une qualité, ce n'est pas un statut. Hein. Si vous voulez pas que Candice s'arrache les cheveux. ESUS, je sais que sinon. ESUS, c'est un agrément. SARL, association, SCOP, ce sont des statuts juridiques. Donc, il faut absolument pas tout confondre. Bon, on était en train de passer des notions à des éléments un peu plus pragmatiques. Justement, sur la deuxième partie de notre échange, je vous propose qu'on aille sur du partage de bonnes pratiques, puisque l'idée, dans le fond, c'est qu'on puisse être alignés, aligner nos envies, rendre peut-être plus cohérents les éléments de langage pour qu'on se connaisse mieux, qu'on se comprenne mieux et qu'on avance ensemble vers des objectifs communs. Ce qu'on constate, Thierry, tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est finalement, dans le fond, qu'il y a un problème de communication. Un problème de communication entre l'écosystème, les structures qui nativement dans leur ADN sont engagées et ont pour raison d'être de produire de l'impact positif sur l'environnement, sur l'humain, sur le vivant. Et puis on voit dans d'autres univers où l'accueil de la notion elle est plus difficile, où finalement les mots qu'on emploie, on va plus parler de RSE, on va parler d'ESG, on a du coup des collaborations qui ne se font pas, on a des loupés, on a des ratés, c'est bien pire qu'un malentendu, on a carrément des histoires d'échecs, tu parlais tout à l'heure de disputes. Alors nous en QVT, la dispute chez nous c'est très constructif, on parle de discuter les critères de la qualité du travail et c'est quelque chose de constructif, mais on comprend bien que là on n'est même plus à se disputer, on est sur des notions de conflit, des guéguerres, et soyons honnêtes aussi tous les trois, des rivalités à qui finalement est le meilleur dans le monde de l'impact, et mon Dieu, tu fais que de la RSE, tu fais pas du régénératif, comme si d'un seul coup la RSE c'était pas suffisant. Enfin bon, et donc il y a des espèces de rivalités, de guéguerres, qui contribuent de nourrir le clivage, les séparations dans un monde dans lequel justement il faut que plus que jamais on soit unis et qu'on aille tous ensemble dans la même direction si on a envie effectivement de survivre aux moustiques dont parlait Candice tout à l'heure. Ouais. Bon, concrètement, Thierry, oui. Qu'est-ce que toi tu recommandes pour faciliter les coopérations? Donc, déjà, première étape, c'est ce que je disais, c'est un peu de faire l'effort, de voir un peu ce qu'il en est, des choses posées, des choses quelque part sur un terrain un peu compliqué qui bouge beaucoup, c'est de savoir s'il existe quelques balises.
Voilà, quelques balises qui ont été posées, pas par quelques personnes, mais par la loi, voilà. Donc, quelques balises. Qu'est-ce que c'est qui Donne des exemples précis. C'est quoi des balises pour toi? La RSE, qu'est-ce que c'est la RSE? Je fais de la RSE. La RSE, il y a des principes généraux, il y a des directives, il y a même des labels. Voilà, il y a des points de repère qui ont été déclinés ces 15 dernières années par tout un tas de domaines d'action, fait de choses assez précises. Donc, ils vont jusqu'à permettre d'avoir une labellisation, donc avec des contrôles qui doivent être effectués par des auditeurs. Voilà. Donc, même chose au niveau, ça je laisserai Candice en reparler, la société à mission. Voilà, c'est quelque chose qui a été posé, qui a bénéficié d'un travail au niveau des méthodes. Comment on se garantit que ce qu'on annonce pour une entreprise qui prétendrait avoir une raison d'être particulière et réaliser des missions d'intérêt général ou tel sujet, c'est comment on s'assure que l'entreprise elle correspond bien, elle fait bien, elle met les moyens pour réaliser ses missions. Dans le cadre des sociétés à mission, tout ça a été cadré. Voilà. Dans d'autres domaines, ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire l'effort de regarder dans quoi on met les pieds, quels sont les endroits où il y a des balises posées ou pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pas pour faire le malin, être plus fort que les uns les autres, mais pour savoir un peu, c'est comme, on fait souvent, nous, à Planète RSE, l'analogie avec le monde du sport collectif. Donc, vous rentrez sur un terrain, déjà, a priori, si vous voulez participer, vous avez intérêt de connaître un peu les règles. Bon, on est dans une région, on parle beaucoup de rugby. Si au rugby, vous ne connaissez pas aucune des règles de hors-jeu et compagnie, même en voulant bien faire, il y a des chances que vous soyez plutôt quelqu'un qui pénalise le jeu de tout le monde si vous êtes tout le temps hors-jeu ou que vous n'avez pas compris les règles. Bon. Ouais. Voilà, on est sur un terrain de l'engagement. Voilà, tous ces sujets sont complexes, on le sait. On pourrait y revenir. Voilà, c'est de s'offrir quelques points de repère. Et quand on est bien accompagné, on peut avoir assez vite cette vision avec ces balises-là. Donc, d'y voir déjà plus clair. Voilà. Comme s'intéresserait au rugby, on peut apprendre les quelques règles fondamentales du rugby. On ne va pas devenir un spécialiste capable de tout comprendre des finalités, des jeux, des tactiques déployées, mais on connaît l'essentiel. Voilà. Ça, c'est ce travail-là que j'encourage à faire. En particulier, lorsqu'on a vis-à-vis de certaines parties prenantes, je parlais tout à l'heure des financiers, de certains acteurs, où il faut savoir aussi comment eux traitent de l'impact de la RSE, parce que si vous parlez à ces gens-là que vous avez besoin d'eux, que vous avez besoin de leur prouver que vous êtes bien en phase avec leurs attendus, il vaut mieux quand même avoir compris ce que sont leurs attendus. Que vous soyez tout à fait d'accord avec leurs attendus, que vous considériez qu'ils ne s'intéressent pas assez à telle ou telle chose, c'est une chose, mais de savoir quel est le contexte dans lequel telle ou telle partie prenante vous regarde. Eux, à la limite, vous jugez. Vous avez des acteurs qui ont une grille, parce que la loi, parfois, leur impose, leur culture leur impose de regarder ces sujets de telle et telle façon. Ils ont 5 ou 6 questions à vous poser. Peut-être sur ces 5-6 questions, il y en a une qui vous semble décalée, mais c'est la question pour eux qui compte. Donc ça, il vaut mieux le comprendre, le pourquoi du comment cette question-là, elle compte pour eux, pour pouvoir, si vous souhaitez marquer des points, répondre à cette question. Voilà. Okay. Donc j'entends, cartographier, diagnostiquer, utiliser des points de repère, en fait, clarifier où on en est et où on veut aller pour avoir un langage et être compréhensible. Puis aussi, ce que j'entends comme bénéfice secondaire dans ton premier conseil, c'est de pouvoir aussi se positionner, j'imagine. C'est là aussi, si tu vois, on le dit beaucoup dans la responsabilité sociétale, et c'est le cas presque aujourd'hui, cette histoire de partie prenante. On ne peut pas se contenter d'être une entreprise qui se fait focus sur le résultat, le bénéfice, le profit. Il faut s'élargir aux parties prenantes, voir un peu quels sont leurs attendus. Donc, comprendre comment ces parties prenantes, elles voient le terrain, comment elles s'y positionnent, quels espoirs elles ont de marquer des points ou pas, qu'est-ce qui pour eux est hors jeu. Il vaut mieux le savoir. Voilà. Et si on veut être considéré comme un bon joueur sur ce terrain, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut passer le ballon pour rester dans cette analogie, mais il vaut mieux marquer des points et se dire que par rapport à telle ou telle partie prenante, on est quelqu'un de fiable. Voilà. Surtout si on a placé la barre assez haut dans ce qu'on veut faire, dans un peu comme disait Candice, au niveau intérêt général, au niveau de la mission qu'on réalise. Quand vous êtes une entreprise qui prétend aider telle ou telle population en difficulté,
à ce que ça aille mieux, vous êtes quand même, a priori, censé pouvoir répondre de cette affirmation, de savoir comment les gens qui vous jugent vont considérer que vous êtes ou pas dans les clous, que vous n'êtes pas hors jeu, que vous êtes voilà. Donc c'est du bon sens primaire qu'il faut pouvoir traduire dans le monde particulier de l'entreprise, de l'engagement, des statuts. Voilà. Donc il y a ce travail à faire. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de rebondir. Tu viens d'utiliser le mot que j'avais en bouche, qui était la traduction. Et j'ai envie d'envoyer le ballon, pour garder ta métaphore rugbystique, d'envoyer le ballon à Candice quand on parle de traduction. Toi, quand on parle de société à mission, puisque tu étais tout à fait spécialisée dans ce sujet-là, donc quand on pense société à mission, tout de suite on pense évidemment objectifs statutaires, déclinaison en objectifs plus opérationnels. On a en face des objectifs, des éléments de fonctionnement, des éléments de pilotage. Enfin, tout est rédigé, clarifié, il y a KPIsé, etc. Comment on fait pour quelque part passer d'une intention à quelque chose d'extrêmement concret, passer d'une envie d'engagement à une formulation? Comment on traduit ça en fait? Alors, ce n'est pas une vaste question. C'est une question extrêmement intéressante, évidemment. Je vais essayer de répondre au mieux de manière assez pragmatique là aussi. Premier point de départ, c'est être clair que son intention, elle est sincère et être authentique. Parce que si c'est de l'intention à viser communication et marketing, on sera rattrapé, en fait, par l'incohérence des actes vis-à-vis de cette intention affichée. Donc, premier point, en fait, si vous voulez avoir de l'impact, et là, on va essayer de le voir à travers le modèle de la société à mission, mais vous avez bien compris que mon idée est plutôt de faire passer qu'on peut avoir de l'impact en s'affranchissant parfois de certains concepts. Mais en tout cas, le dénominateur commun, c'est avoir l'intention et surtout avoir l'intention d'y mettre des moyens. Sans moyens, il n'y a rien qui se passe. Parce que, quelle que soit du coup l'évolution qu'on peut vouloir donner à son business pour rechercher de l'impact ou le créer en ayant de l'impact, il faut avoir des intentions, mais surtout, il faut avoir des moyens. Et les moyens, ce n'est pas que les grosses boîtes, parce que de toute façon, les sociétés à mission, aujourd'hui, qu'on est à plus de 2000 référencées, pour plus de 80% d'entre elles, ce sont des TPE et des PME. Hein. C'est pas Danone. Donc, ce sont des TPE et des PME. Donc, en fait, c'est nous tous autour de la table, grosso modo. Donc, on a des intentions, on est authentique avec ces intentions et on est à l'intention de mobiliser des moyens. Ce qui est pas mal avec le principe de société à mission, c'est qu'il n'y a pas besoin, en fait, de beaucoup de moyens. C'est une manière, en fait, de voir autrement les ressources que l'on a en interne au service de la mission qu'on a définie. Donc, la mission qu'on a définie, logiquement, elle est là pour expliquer au-delà de l'objet social qu'on retrouve dans son entreprise, en fait, à quoi sert l'entreprise? En gros, si elle n'est pas là, qu'est-ce que ça change? Si elle est là, qu'est-ce que ça change en positif? Qu'est-ce qu'elle a pour vocation demain, en fait, d'apporter à la société avec un grand S qu'aujourd'hui, elle n'apporte pas ou que d'autres n'apportent pas de la même manière qu'elle? Donc, c'est important, en fait, de pouvoir se dire que cette mission-là, elle est là pour traduire une sorte de contribution sociétale, contribution au bien commun, les éléments le langage que j'ai utilisé précédemment, à travers son activité économique. Comment on fait pour définir cette mission? Le plus souvent, il y a quand même un cercle au niveau des dirigeants de l'entreprise ou patrons de l'entreprise ou créateurs. Enfin voilà, pour le moment en France, on parle des TPE, PME, globalement, les actionnaires sont aussi des dirigeants. En fait, voilà, qui commencent en fait à donner quelques ingrédients de cette intention qu'ils veulent réaliser et de cette mission qu'ils veulent réaliser. Le mieux est ensuite de l'ouvrir aux salariés pour que ils s'y retrouvent et que généralement, grâce à l'intelligence collective, en fait, il y a très belles idées qui fusent, qui viennent enrichir, du coup, la mission, on va dire, V1 posée par la gouvernance. Après, c'est pas mal, en fait, aussi d'aller interroger ces parties prenantes. Externes, exactement. Donc, typiquement, des clients. Peut-être qu'ils peuvent nous orienter en disant, vous, spécifiquement, ce qui fait votre singularité, c'est ça. Conservez-le même en vous projetant dans 10-15 ans grâce à votre mission. Et donc, pareil, c'est aller chercher un reflet chez nos parties prenantes de ce qu'on veut être grâce à cette mission. Une fois qu'on a ça, on a le premier socle, c'est la mission. Enfin, on a la raison d'être. Logiquement, si je suis assez, du coup, fidèle à la qualité de la société à mission, il faut, avoir une raison d'être. Mais que je trouve, et ça, je vais te le piquer, du coup, Emmanuel, c'est la raison d'être, mais qui doit traduire aussi une raison d'agir.
une raison de devenir. C'était ça ton troisième point? Voilà. Et il y a même eu la raison d'en être en QVT, nous on dit. Raison d'en être. Exactement. Donc, on a cette raison d'être. Maintenant, la raison d'être, en fait, il faut quand même qu'elle soit déclinée statutairement. Et donc, c'est important parce que ça donne, en fait, d'un caractère immuable, en fait, à la raison d'être et à la démarche qui est initiée dans l'entreprise. Donc, elle est définie, elle est déclinée en objectifs sociaux et environnementaux parce que le but, comme vous l'avez entendu, c'est pas juste de décrire que je fais bien mon job et puis surtout que je paye bien mes impôts et que je paye bien l'URSSAF. C'est pas ça, avoir une mission. Hein. C'est quand même, du coup, essayer de répondre par son activité à des objectifs sociaux et environnementaux qu'on arrive à définir dans des statuts. Donc, ça veut dire que la collectivité des associés est d'accord pour dire qu'on doit poursuivre des objectifs de pérennité économique, mais ces objectifs sociaux et environnementaux également. Maintenant, tout ça, c'est dans les statuts, c'est-à-dire que ce n'est pas opérationnel. Pour le rendre opérationnel, en fait, on le décline encore une fois à quelque chose de plutôt pragmatique et dans les feuilles de route, en fait, des activités avec ce qu'on appelle des objectifs opérationnels, des cibles tous les ans ou tous les 2 ans, plus, du coup… mesurable, concret, voilà. Plus concret. Donc, c'est… qu'est-ce que je peux vous donner par rapport à nous? Eh ben, on a un objectif lié… Donc, un objectif statutaire qui est incarner le changement que nous voulons pour le monde. Et on y a donné une dimension plutôt d'innovation. Et on avait donc pour objectif cette année-là de passer à la semaine des 4 jours. Et donc, en fait, l'objectif statutaire, c'est incarner le changement que nous voulons pour le monde. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas passé aux actes. Les actes, avec du coup des résultats qu'il faut démontrer, ce sera est-ce que oui ou non, à fin 2024, on est passé à la semaine de 4 jours. Ça, c'est un objectif opérationnel. Là aussi, c'est important d'être dans un travail plutôt de collégialité parce que derrière, il va falloir mobiliser des ressources. Et généralement, il y a plutôt pas mal de volontaires qui lèvent la main pour aller chercher ces objectifs. Et donc, c'est pas mal qu'ils soient partie prenante de leur définition. Une fois que vous avez fait ça, il faut aussi que vous définissiez un comité de mission. Et alors là, c'est pour moi l'apport majeur de la société à mission. Et vous pouvez le faire, ce que je vais présenter là, qui est le comité de mission. Faites-le même si vous n'êtes pas société à mission. Généralement, en fait, dans une gouvernance en entreprise, on est un peu en entre-soi et on a du mal, en fait, parfois à sortir la tête du guidon parce qu'on est rattrapé par des urgences. On est plus pompier que architecte. Et ben, le comité de mission, il sert à être plus architecte que pompier. Et typiquement, quand je dis que vous pouvez l'avoir sans être pleinement société à mission, même si j'ai envie de promouvoir évidemment cette qualité au plus dans sa globalité, c'est qu'hier, j'entendais avec un collègue côté MEDEF qui, du coup, a un advisory board. Et je pense que, même si je n'ai pas creusé, je pense que c'est un lieu de… Donc voilà. Le comité de mission… Quand vous êtes dans la démarche de société de mission, il faut avoir au moins un salarié pour avoir une représentation de la partie prenante interne. Et après, vous allez chercher des personnes qui vont pouvoir vous titiller, vous bousculer, vous passer à la table à secousses sur l'ensemble de vos objectifs statutaires. Et vous montrer vos contradictions, montrer peut-être des incohérences de moyens mis en œuvre. Et cette instance-là, dans la mesure où elle n'est pas rémunérée, il n'y a pas les actionnaires, elle n'est pas, elle peut en sortir du jour au lendemain parce qu'elle est là qu'à titre gracieux, généralement. Il n'y a pas de contrepartie pécuniaire. Elle n'est là que dans l'intérêt de la mission. Et donc, le comité de mission va chercher en fait à vous donner tous les moyens possibles, les éclairages possibles pour réaliser au mieux votre mission. Et pour nous, là, au cabinet de Saint-Front, depuis 2020, en fait, c'est vraiment un comité qui remplace notre comité, notre conseil d'administration, qui remplace un conseil stratégique. Et il y a tellement de bienveillance, en fait, qu'on a, je pense, fait des bonnes décisions plus rapidement et plus justes grâce à leur questionnement et à leur éclairage individuel. Et enfin, puisque vous avez toute la latitude de fixer votre raison d'être et vos objectifs statutaires, en fait, donc, en gros, on pourrait dire juste, moi, je veux sauver la planète. Point, c'est ma raison d'être. Voilà, il n'y a aucune limite, en fait, à votre créativité sur votre raison d'être. Mais n'empêche qu'il faut quand même que ce soit aussi une obligation de résultat. Et pour là, vous avez le comité de mission qui doit établir un rapport de mission. Donc, c'est un rapport qui établit, en fait, comment vous avez délivré votre mission sur l'année. C'est un rapport qui est joint au rapport de gestion. Et c'est important d'avoir cette notion-là, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas voix au chapitre sur les conclusions du comité de mission sur votre capacité à atteindre vos objectifs. Et généralement, pour pas mal d'entreprises qui n'avaient jamais eu de communication externe, ça leur fait un petit rapport d'activité qui met vraiment en lumière l'ensemble en fait, de ce qui est mis en œuvre au titre de la mission, en plus évidemment des conclusions du comité de mission sur ce qui s'est passé. Et enfin, là aussi, en contrepartie du champ libre laissé dans la définition de la raison d'être, il y a un tiers indépendant
qui est du coup nommé pour faire un état des lieux de est-ce que vous avez bien mis en place les moyens que vous avez annoncés, est-ce que vous avez atteint vos résultats, est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble, et à ce moment-là, il y a un avis qui permet d'assurer en fait les parties prenantes externes que vous avez respecté vos objectifs sociaux et environnementaux. Et donc c'est un modèle qui a à la fois la souplesse de définir, en vous laissant la liberté de définir au départ ce que vous voulez être, devenir et sur quoi vous voulez agir, mais qui vous demande quand même d'être redevable et de faire la preuve en fait de votre engagement. Tu introduis les notions de diagnostic, de mesure, de valorisation, etc. Thierry, je sais toi que tu es aussi très très attaché à ce que ça ne reste pas que des mots et que les engagements soient pas que. Je suis très attaché à ce que ça reste, fait, donc qu'il y ait une mesure. D'ailleurs, c'est pas que je sois attaché, c'est que quelque part, à un moment donné, dans tous ces process, on mesure, on est censé mesurer, vérifier qu'on a atteint ou pas. Donc ça veut dire la question de la mesure, de l'évaluation, de la valorisation de tout ça. Ouais. Voilà. Et là, je suis désolé de le dire, on reprend plein fer ces distinguos dont je parlais tout à l'heure. C'est que suivant le monde dont on parle, ESS ou pas ESS, suivant un peu les curseurs où on est par rapport à ces deux univers, en gros, le poids de l'économique, du financier et le poids de tout le reste, il y a des gros distinguos. Et il faut savoir qu'on est quand même dans un monde où globalement, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, le point de vue économico-financier, il s'impose plus souvent que tous les autres points de vue. Voilà, y compris, certains le regrettent, on en parle souvent au niveau des organisations étatiques, la fonction publique, les problèmes de budget. Dieu sait qu'en France, on en mange depuis longtemps. Les problèmes des dettes, le problème, fait que le poids de ce qui regarde l'aspect économique, l'argent, il est quand même très fort. Et lorsqu'on parle d'impact, lorsqu'on parle de mesures d'impact et tout, ce regard-là, ce poids-là, il est souvent prépondérant. Certains disent même qu'on est dans une économie, un système néolibéral qui a tout écrasé. C'est quand même un des gros sujets auxquels on est confronté quand on veut être une structure engagée. Voilà, on a ces moments un peu de preuve, de moments où on doit parler des impacts, on doit les mesurer, et là on se confronte à ces regards, à ces distinguos assez différents qui peuvent perturber. Voilà. Et donc là, ça c'est un sujet qui techniquement d'ailleurs est un peu complexe. Et c'est là quand on rentre dans qu'est-ce que c'est l'impact de ces définitions, on s'aperçoit que il y a tout un tas de notions qui interviennent et qui compliquent la mesure, qui même pour certains sujets, tu le sais très bien, on est dans l'humain, on est dans tout un tas de notions plutôt qualitatives que quantitatives. Voilà. Et on est, dès qu'on veut rentrer, donc idéalement, des impacts, on les mesure, on vérifie, on les audite, tout ça c'est bien joli en façade, mais en pratique, et c'est ce qu'on sait depuis des années, quand on rentre dans la pratique et qu'on décortique un peu de quoi on parle, sur des sujets aussi complexes que la relation humaine, aujourd'hui que la biodiversité, est-ce que mon entreprise, quand je prends telle ou telle option, on me parle qu'il faut maintenant que je donne de l'information sur mes impacts vis-à-vis de la biodiversité, ça commence où, ça s'arrête où? Qui décide est-ce que c'est moi qui ai l'impact? Non, mais moi je suis désolé, moi je fais mon boulot, c'est le voisin qui a provoqué telle ou telle chose. Moi, mes activités, c'est pas elles qui ont abîmé les abeilles, les oiseaux et compagnie. Voilà. Toutes ces notions-là. Si je peux intervenir quand même aussi là-dessus, Thierry, elle disait que parfois on avait des points de vue divergents. Oui, ça c'est sûr, et puis on peut toujours discuter après des limites en fait, et où ça commence et où ça s'arrête et compagnie. C'est bien de ça dont je veux parler qui me semble fondamental. Voilà. C'est là de regarder dans la complexité, là tu le sais aussi Emmanuel, je m'intéresse beaucoup à la complexité et compagnie. Voilà, qu'est-ce que c'est la complexité? On est dans un monde, et alors avec la pression financière, économique, qui fonctionne sur des bases, je vais dire, très analytiques, très rationnelles, un certain regard sur la façon de se représenter le monde, les causes à effet et compagnie. On est dans ce monde qui a besoin de choses assez linéaires, où telle cause, tel effet, je constate tel effet, je vais aller voir qui c'est qui est en cause, ainsi de suite. On se retrouve aujourd'hui à vouloir brasser des choses aussi larges que la biodiversité, le climat, fait tout un tas d'enjeux, à voir les limites
de cette analyse des causes à effet, de qui fait quoi, est-ce que c'est que moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres effets que moi qui ont provoqué tel ou tel avantage positif ou négatif. Voilà. Toutes ces notions-là, dans l'analyse des impacts, techniquement, ils rentrent en ligne de compte. Ça fait des débats techniques à tous les niveaux, même au niveau comptable, on le sait aujourd'hui. La comptabilité, ces principes de base qui enregistrent telle ou telle chose pour décrire la réalité des entreprises. On est conscient aujourd'hui que ce système comptable avec ses règles est réducteur. Et donc, certains parlent qu'il faut rajouter d'autres éléments dans la comptabilité pour avoir une vision un peu plus honnête et claire de ce que fait telle ou telle entreprise. Voilà, c'est par exemple sur la compta. Donc, sur des choses aussi basiques que ça, il y a des débats avec Candice Dessurcodé parfaitement. On est dans plein de domaines où on est confronté à ces questions-là, de cause à effet, je me permets à nouveau, Thierry, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, en effet, tout ce que tu dis est tout à fait légitime. Mais il est bon, en fait, aussi d'entendre que cette complexité-là, et ben, en fait, si on la met trop devant et que on attend chacun, en fait, de s'en saisir, ça, pour moi, crée de l'immobilisme et un certain fatalisme. Là, donc, du coup, essayons de... Je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, Thierry, je t'ai laissé parler. Du coup, c'est aussi en fait, chacun peut commencer à se prendre conscience. S'il n'est même pas une question en fait d'impact, parce que non, c'est bon, au pire ce sont les Chinois, au pire ce sont les Africains, bref, on peut entendre tout ça de toute façon, mais juste en fait commencer à se dire qu'est-ce qui rentre dans mon business et dont je suis complètement dépendant et qui n'est pas juste dépendant de mes banques, de mes matières entrantes en direct, ou mes clients, de quoi ils sont dépendants eux-mêmes, et en fait si eux deviennent en difficulté, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus appel à moi, on commence juste par ça, et généralement en fait ça peut faire bouger des lignes. Donc moi je suis pour évidemment avoir une vision assez systémique, complexe, de ne pas être trop réductrice et compagnie, mais il n'empêche que demain, là, quand il faut commencer à apprendre à se relever les manches par rapport à ce qui se passe, il faut être simple. Justement, sur la simplicité, Thierry, tu avais un outil dont tu voulais parler. Oui, il y a plein d'outils, mais le simple, c'est quelque chose, on en parle souvent dans la complexité, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. On peut parler de l'impact score. Il se trouve que dans ce monde-là complexe où on parle de choses de plus en plus qui nous dépassent, les enjeux climat, les frontières, les limites planétaires, tout ce que l'on sait qu'on est censé en tant que maintenant entrepreneur ou salarié qu'on est censé prendre en compte. Et même la loi Pacte demande à prendre en considération les enjeux sociaux, environnementaux liés à ces activités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et là, suivant le regard qu'on a sur le monde, les uns et les autres mettent les curseurs à des endroits très différents. Tu as des dirigeants qui s'estiment responsables de tout un tas de choses, le climat, la biodiversité, qui souhaitent voir comment tout ça se traduit dans leur activité. D'autres qui assez vite disent « Attends, moi, tout ça, c'est des gros sujets, c'est trop compliqué. » Je ne souhaite pas être responsable ou comme me disent responsable de tel ou tel sujet. Voilà. Ça, c'est des débats de notre société qui sont tout à fait écoutables et que je trouve très intéressants. Voilà. Après, il y a des organisations comme le mouvement Impact France qui, dans justement tout ce schéma de où c'est qu'on place la barre, de quoi on parle, qui a essayé de trouver des points de repère, des balises, qui aide toutes les entreprises, petites et grandes. Il y a eu des années de travail, de collaboration avec les acteurs, pour donner justement des points de repère, des balises, pour que chacun, volontairement, de façon vraiment la plus simple possible, puisse se positionner, s'étalonner par rapport à certains critères, voilà, assez basiques, qui font le tour de tous les sujets dont on parle, d'engagement au niveau social, au niveau environnemental, dans la façon d'organiser les pouvoirs dans l'entreprise, la gouvernance des entreprises. Que l'on soit acteur de l'ESS ou acteur du monde classique, on peut s'appuyer sur ces mêmes balises et voir un peu si on s'en rapproche, si on en est éloigné, et de savoir surtout qu'est-ce qu'on compte faire pour progresser par rapport à la situation, au point, quelque part, au score, entre guillemets, qu'on peut avoir sur ces points-là. Voilà. Cet outil, donc, l'Impact Score est un outil qui est aujourd'hui en ligne, qui est un outil donc, de diagnostic, d'autodiagnostic, sur lequel on peut bosser, et on a prévu, nous, au niveau de Planète RSE, de travailler à partir de ces outils qui permettent aux uns et aux autres, en fait, d'avoir un point de départ commun de où on en est, de discuter
peut-être sur des points, on en a parlé avec toi par rapport par exemple, à tout ce qui est social. Est-ce qu'on est d'accord sur les questions qui sont posées? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes? Pourquoi je suis jugé? Pourquoi j'ai tel score ou tel score? Ça permet justement de favoriser ces échanges entre pairs, souvent, c'est un peu ce que nous on préconise. Voilà, pour que petit à petit, tous ces débats complexes, plutôt que de dire ben, c'est trop compliqué, je les mets de côté, ils vous reviennent à la figure dans tous les cas à un moment donné, c'est de voir comment on arrive à les aborder. Et souvent, quand on fait cet effort, et moi je ne vais pas juger depuis des années, on arrive à trouver des choses assez simples où on est d'accord, y compris sur le fait qu'on n'est pas d'accord, que l'un, tel dirigeant, lui, il souhaite mettre la barre à tel niveau. Par exemple, sur des sujets comme l'empreinte carbone, certains dirigeants, ils sont vraiment très, très orientés, ils font de gros efforts, ils mettent des moyens pour absolument diminuer l'empreinte carbone de leur activité. Pour d'autres, ils font des efforts, mais ils préfèrent mettre leurs moyens sur d'autres sujets que, par exemple, l'empreinte carbone. Voilà. Et ça, ce sont des choses, à mon avis, qu'on doit pouvoir respecter et qui font partie des débats, des échanges qui enrichissent les uns les autres, en sachant en plus, ce que je disais, que dans les collaborations, en particulier dans un écosystème local, en travaillant à plusieurs, on s'aperçoit qu'on peut s'entraider pour améliorer, et c'est même presque un passage oublié, quand vous êtes une PME, que vous voulez améliorer tel et tel aspect, par exemple, votre empreinte carbone, il faut acheter des produits éco-conçus, et bien vous avez intérêt d'avoir dans votre écosystème des fournisseurs qui, eux, sont justement dans la même démarche que vous, qui sont en train d'essayer de trouver les meilleurs moyens de fabriquer les produits qui vont vous permettre à vous, acheteurs, d'avoir une empreinte carbone plus faible. Tu parles, tu vois, de coopération vertueuse en externe. Candice, tout à l'heure, elle parlait d'embarquer les parties prenantes internes et de jouer vraiment la carte de l'intelligence collective. Petit témoignage sur l'impact score, puisque nous, on réalise notre impact score tous les 6 mois. Bah oui, voilà, tous les 6 mois depuis la création de ce référentiel, qui est un référentiel, à mon sens, intéressant parce qu'il a permis, il a été créé à partir d'un collectif qui fédérait des réseaux de dirigeants de plein d'univers différents. Et juste ce dont j'avais envie de témoigner du côté de Wunjo, nous, on est très, très fiers d'avoir un score à 88%. On n'était pas à 88% il y a 2 ans quand on a commencé. Et par contre, le fait de se poser des questions, de s'interroger sur chacun des piliers qu'on présentait dans la slide précédente et de le faire en collectif, voilà, de le faire avec l'équipe et avec l'équipe salariée. Chez nous, on a aussi une équipe de prestataires, on a une 50aine d'indépendants qui bossent avec nous. On le fait ensemble et on s'interroge ensemble et on partage aussi nos représentations sur ce que moi, en tant que dirigeante, j'imagine qu'on réalise pour maximiser nos impacts positifs ou pour minimiser nos impacts négatifs. Et en fait, ça devient aussi un support de dialogue. Et on va pouvoir identifier grâce à la cartographie, que là, on n'a pas à l'écran, mais grâce à la cartographie, ça nous permet aussi d'avoir des idées sur des choses qu'on pourrait améliorer, dont on n'a pas forcément conscience, parce que justement, le référentiel va nous donner cette base commune. Tout à fait. Candice, avant qu'on passe à la 3e partie de notre échange, il y a Myriam dans le chat qui a partagé un commentaire et j'aimerais bien te le donner pour que tu puisses finir d'aboutir ta prise de parole de tout à l'heure. Tu dis, alors Myriam, ce qu'elle dit, c'est « Je ne pense pas qu'il faille réduire la complexité à seulement une vision systémique. La complexité est une posture qui pourrait être utilisée comme indicateur d'impact. » Vous avez 3 heures. Alors, loin de moi mon propos d'être simpliste. Je dis juste que je partage en fait des discussions avec des chefs d'entreprise, des responsables RSE qui trouvent beaucoup plus de bâtons, de freins, d'objections pour agir que de leviers pour y aller. Donc, et pour moi, quand on essaye de concilier tout un tas de notions, tout un tas de réflexions, mais qui sont bien sûr pertinentes, c'est pas la question. Pour moi, on peut parler tout autant de la légitimité d'un référentiel comme les objectifs de développement durable, les ODD, que de la comptabilité extra-financière, que de l'impact score et compagnie. Mais en fait, il y a tellement de voies possibles pour re-questionner son business, re-questionner le système économique au sens large. Très clairement, qui subventionne, on se finance par l'endettement, et compagnie, que, je comprends que pour beaucoup, on s'y perd et on se dise, mais en fait, moi, comment j'agis, comment je suis un petit colibri. Donc, mon propos, quand je dis qu'il faut commencer par quelque chose de simple, c'est être un petit colibri, déjà,
et y aller pas à pas. Mais il faut faire des grands pas, hein, parce que en gros, quand on parle notamment en termes de communication extra-financière, de transparence extra-financière, ça fait 25 ans qu'on attend des choses des entreprises. Donc, les sujets de croissance infinie dans un monde fini, on n'a pas découvert en 2024. Donc, à un moment donné, en fait, il faut aussi se retrousser les manches, c'est-à-dire, on y va. Mais donc, pour ne pas, justement, prêter de l'eau au moulin de ceux qui disent, en fait, mais non, ça ne sert à rien, comme je dis, soit il y a les autres États au niveau géopolitique, soit de toute façon, c'est déjà foutu, soit en fait, non, j'y crois pas, un certain scepticisme. Et on s'affranchit de tout ça et on commence sur son périmètre à soi et cran par cran, on répond aux questions. Et très clairement, je vous le dis, c'était pas prévu comme ça, mais quand j'entends la présentation du plan de l'État, par la ministre Agnès Pannier-Runacher du plan d'adaptation de la France à une France à plus 4 degrés, parce que la France va se réchauffer plus vite que les autres pays, elle ne fait que poser des questions. Et moi, je veux des réponses. Et je veux essayer d'apporter des réponses et commencer par être un petit colibri avant de devenir un gros aigle et ainsi de suite. Et, si tu me permets de rebondir, Candice, hier, il y avait un 2-3 climat d'événements à Toulouse, dont Planétaire SE partenaire, organisé par le groupe Téléco sur les questions du climat et en particulier sur l'adaptation. On a eu droit à une présentation d'un certain Lian Moundib, qui est un ingénieur, qui nous a fait des descriptions alors un peu flippantes de là où on en était au niveau des perturbations climatiques, les 3 types de sécheresse, je te passe le détail, mais surtout après qui est allé expliquer vers quoi on pouvait tendre au niveau des solutions. Alors, ce n'est pas du pratico-pratique de traiter chaque sujet parce que ça ferait un catalogue énorme, mais dans les grands principes. Voilà. Et moi, ce que je pense dans nos domaines, tout mon vécu au CJD, c'est d'avoir quelques grands principes assez simples, qui permettent d'avoir cette vision globale qui permettent de ne pas se laisser perturber ou se laisser noyer par tout un tas de petites actions, de plein de petits sujets, parce que quand on est dirigeant, et tu le sais au moins autant que moi, on a 50 000 sujets qui vous tombent dessus, et on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens de tous les traiter. Donc, si on ne s'offre pas ce regard un peu global, un peu cette capacité à traiter la complexité d'une autre façon que celle que souvent on fait, c'est-à-dire, alors, gros sujet, je le découpe à autant de plein de petits sujets qu'il me semble que je vais être capable de gérer, sauf qu'on traite tous les petits sujets. Quand il s'agit de rassembler tous ces sujets, là, on est paumé. Voilà. Donc, pour moi, c'est un changement de culture. Il faut qu'on apprenne. Alors, ce n'est pas évident parce que tout notre enseignement, il n'est pas basé là-dessus, de se doter de cet état d'esprit qui permet d'aborder la complexité et le global, sans se noyer, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir tout compris les détails, ce ne serait pas possible, mais d'avoir ces grands équilibres avant d'arbitrer, quand on est dirigeant, pour savoir comment on place les curseurs. Et beaucoup des outils, heureusement, qu'on a, et c'est le cas de l'Impact Score et tout, c'est un peu ces démarches où on vous donne quand même une vision globale d'ensemble avant de foncer sur chacun des sous-sujets, parce que sinon, le risque qu'on prend, c'est de se noyer, c'est ce que font. C'est très clair. En fait, ce qui me saute aux yeux là et aux oreilles, Thierry, par rapport à ce que tu viens de dire et Candice aussi, ce que tu as partagé, c'est que s'intéresser à la question de l'impact, c'est aussi faire un chemin d'évolution personnelle. C'est faire évoluer son mindset, c'est porter un regard différent sur les choses, c'est s'ouvrir à des nouvelles façons de traiter les sujets, de dialoguer sur les sujets. C'est remettre en question parfois des convictions, parfois en développer évidemment des nouvelles. J'aimerais bien qu'on finisse notre table ronde par un côté un peu poétique comme ça, rêveur, parce que loin de moi l'idée que ça sera favorable à toute transition positive et durable que de se connecter à de l'anxiété et à la peur, même si à un moment donné, il faut un minimum de réalisme, bien sûr. J'ai envie qu'on aille sur ce côté un peu plus poétique pour finir notre table ronde. Je veux te dire, on y va presque. Quand on regarde, on essaie de se doter de ce regard complexe, de cette autre façon de regarder un peu la réalité plutôt que des coupes analytiques. En fait, on est amené à utiliser des façons de faire qui sont presque poétiques. On est dans l'analogie, on est obligé de sortir du côté très rationnel habituel. Et c'est pour ça, quand on parle de ces nouveaux récits, comment tu arrives à convaincre une équipe? C'est pas en leur sortant une de KPI, tout ça, qui peut-être les 3/4 des interlocuteurs, ils ne savent même pas de quoi ils retournent. D'ailleurs, beaucoup d'exemples montrent que même les dirigeants d'entreprise responsables du business unit, quand tu grattes un peu, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière les KPI sur lesquels ils sont challengés
Donc, Ouais, bon, on pourrait en parler longtemps de cette C'est ça. confusion entre ce que je vous raconte, c'est hyper rationnel, scientifique, et en pratique de découvrir que les êtres humains que nous sommes, heureusement qu'on n'est pas, on ne fonctionne pas que là-dessus, et que donc, à part quelques rares formatés, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Et quand on est à la complexité, on est obligé de reparler de nouveaux récits, de façon de raconter les choses, de faire des analogies. Et la poésie, il y a pas mal, aujourd'hui je regarde ça souvent, de pouvoir mobiliser des émotions. Voilà, on a besoin de ça. Eh bien, je vous propose d'aller exactement là-dessus. Voilà. Thierry, Donc, je vais vous proposer d'aller. Il a oublié la poésie, donc on est bien dans ça. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber, c'est justement le côté global et souvent certaines parties prenantes. On ne laisse pas tomber les chiffres, les ratios pour parler que de poésie si surtout on a affaire aux banquiers. Par contre, il faut que le banquier qui vous demande des infos, il sache que la personne qu'il a en face, elle est capable, elle va faire l'effort de fournir de l'information qui rentre dans ses radars, mais que cette personne ne soit pas surprise si c'est aussi un poète. Parce que c'est peut-être son côté poète qui fait qu'avec ses équipes, il arrive à embarquer du monde. Voilà. Je te reprends la parole, Thierry. Restons sur justement cette proposition que j'ai envie de vous faire sur ce côté poétique, plus imaginaire, plus peut-être rêveur, d'où rêveur, utopique, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on clôture ce midi en répondant à la question suivante, tous les deux. Voilà, je vous invite à vous reconnecter à votre âme d'enfant. Voilà, prenez une grande respiration, je ne sais pas, fermez les yeux, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Imaginez que j'ai la chance d'avoir entre mes mains une lampe d'Aladin. Et je frotte cette lampe d'Aladin, un mage sort, et puis on peut formuler un vœu. Et évidemment, un vœu à impact. Candice, en 1-2 minutes maximum, et Thierry, essaye de respecter aussi ça, en 1-2 minutes, Candice, quel serait le vœu que tu formulerais auprès de ce bienfaiseur? Merci Emmanuel pour la question. Je vais consommer tout le temps, comme ça il en restera peu pour Thierry. Non, je formule le vœu d'un émerveillement présent au quotidien et sans cesse renouvelé, parce que je tiens à ce terme d'émerveillement parce que en fait il s'affranchit de tout le monde capitaliste et moderne dans lequel nous vivons que depuis 60 ans, il faut quand même se le rappeler, hein, notre système d'aujourd'hui ne vit que depuis 60 ans. L'humanité est arrivée jusqu'à nous sans la financiarisation du monde. Donc, remettons de l'émerveillement partout et remettons nos sens partout, parce que quand on arrive à capter la beauté de paysages, capter la beauté de l'intelligence collective entre des personnes, de l'amour entre des personnes, et ne serait-ce que le respect, on ne commençait que par le respect. Avoir de la fascination par rapport à justement à la nature, à quel point en fait elle a optimisé. Ce sont des millénaires en fait d'innovation grâce aux mutations génétiques, etc. En fait, elle nous montre tout. Et donc quand on a cette capacité, encore ce regard-là, on a, je pense, envie de protéger ce bien commun. Et à partir du moment où on a cette étincelle en nous de vouloir préserver le bien commun, peut-être que ça nous questionne sur nos besoins et du coup peut-être la sobriété de nos besoins en les assouvissant de manière très simple. Et là pour le coup je renvoie à un acronyme qui est porté par Imri Jacquia, le président de CAMIF, qui est le bisou, en gros, et penser si nos besoins, on en a vraiment besoin tout de suite, est-ce que c'est immédiat, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de similaire. Je vous laisserai aller voir du coup ce que ça veut dire bisou. Mais voilà, reconnecter à nos besoins vraiment profonds et une certaine sécurité de besoins. Et du coup, les citoyens peuvent s'en saisir avec cette petite méthode bisou. L'État qui soit enfin stratège, s'il sert à protéger du coup le bien commun, et que les entreprises elles aient vraiment un principe d'économie de la fonctionnalité pour se consacrer à l'usage et pas au produit qui amène à une économie linéaire qui est généralement quand même assez responsable d'impact négatif, pour le coup, que nous voyons. Donc, de l'impact grâce à l'émerveillement. Merci, Candice. Et de la poésie. Thierry, ouais, mot de la fin et ton vœu. Voilà, mon vœu, c'est un peu dans la logique avec tout ce qu'on s'est dit. Moi, c'est le respect de la diversité des regards, des points de vue, y compris qu'on peut avoir soi-même. On n'est pas, a priori,
par quelques rares personnes figées dans un seul regard, une seule façon de fonctionner. Donc d'entendre aussi en soi les voix qui sont parfois le poète ou l'aventurier par rapport, et qu'on se dise que toutes les personnes avec qui que l'on croise sont un peu dans le même schéma. Pour moi, ça s'appelle l'être humain. Voilà, on est beaucoup à l'intelligence artificielle qui, tout ça, essaie de le traduire sous forme de biais et qu'il faudrait supprimer parce que c'est un peu plus difficile à contrôler, optimiser et compagnie. Moi, je dis au contraire, profitons de ce que, comme le dit Candice, de ces millions d'années d'évolution du vivant et nous, humains, au milieu, ce qu'on est devenu, petites choses que nous étions et tout ce qu'on a développé pour arriver à progresser. Refaisons confiance à tout ça. Et donc, surtout, essayons de ne pas rebasculer dans ce côté un peu réducteur ou très rationnel ou objectif, et sachant nous enrichir de cette diversité culturelle, de points de vue, de regards. Alors, ça peut être inconfortable, parce que ça crée justement parfois des débats un peu chauds, voilà, on est un peu tendu. Mais si on a toujours cette voix qui te rappelle que c'est quand même plus intéressant de discuter, d'avoir des débats de ce type et que ça fasse évoluer que d'être chacun dans son couloir, à ne parler qu'avec des gens qui sont dans son couloir et qui pensent pareil. Voilà. Si on arrivait à avoir plus souvent cette petite lumière, profitons de cette diversité, sachons en faire quelque chose plutôt que de se tirer dessus ou de se faire la guerre. Alors, c'est pas neuneux, bisounours et compagnie, c'est juste presque en termes d'efficacité, d'optimisation, si on se ramène à l'humanité, se dire que c'est quand même peut-être ce qui souvent a fait notre richesse, notre capacité à évoluer, que l'inverse là de voilà. Donc rappelons-nous de ça, sachons le traduire dans nos contextes particuliers en entreprise ou entre entreprises sur un secteur. Il y a l'exemple aujourd'hui qui m'a frappé, parce qu'on en a parlé même hier, l'A69, ce fameux projet qui oppose alors, qui a l'air de tous les extrémistes d'un côté ou de l'autre qui ont l'air de se tirer dessus avec une fois c'est l'un qui gagne, l'un qui l'autre. Il va falloir qu'on trouve sur des sujets comme ça des terrains d'entente où on sort un peu des postures ou voilà. Donc c'est gros challenge, mais je trouve que c'est à ces moments-là, si on arrive à qu'on gagne beaucoup. Voilà. Donc mon espoir, c'est plutôt cela. Merci Thierry. J'ai envie de jouer et de répondre à la question. Parce que moi, je suis une visiteuse, donc en fait, j'ai mon Aladdin qui est en face de moi là, et il me regarde et il me dit et toi? Ouais. Moi, j'ai l'impression que mon vœu, il est plus restreint en termes de périmètre que le vôtre. Je suis assez impressionnée par l'ambition des aspirations que vous portez. Moi, mon vœu, ça serait que le travail tienne ses promesses. Quand je dis le travail, je m'en réfère à la définition philosophique du travail. Chacun et chacune d'entre nous va au travail pour réaliser des activités qui nous permettent de satisfaire nos besoins et pour transformer la réalité. Ça, c'est la définition philosophique du travail. Et je trouve que le travail dans notre société, elle a une image qui est complètement galvaudée et qui est très connectée à la souffrance, alors que le travail, c'est une activité profondément noble et utile pour permettre à chacun de s'épanouir et de s'émanciper. Et pour moi, la promesse fondamentale du travail, c'est celle d'une expérience du travail qui soit épanouissante et émancipatrice. Et si dans nos sociétés, on pouvait porter ce regard-là, donc revenir encore une fois aux fondamentaux, à l'identité même de l'activité qu'on réalise, peut-être que ça changerait les pratiques, puisque ce sont nos pensées qui fabriquent nos actes, et donc on aurait des émotions beaucoup plus positives. Et sans travail, sans activité au service d'une transformation, eh bien, on ne peut qu'être finalement des victimes et subir les transitions, les changements, et on ne peut pas être acteur d'un nouveau monde. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille pour faire avancer les choses. Mais tu vois, sur ce sujet travail ou quoi, le côté impact, parce que bon, là, si on traduit ça de façon, alors, qui parlera à certains un peu plus concret, suivant qui on est, syndicaliste, le patron qui vérifie la productivité, on doit pouvoir arriver à traduire ces notions, avec l'impact, avec ce côté technique, trouver le bon compromis pour rester quand même dans les grandes ambitions qu'on peut avoir, et comment ça peut se traduire en des termes qui rentrent dans les cases de l'un, de l'autre. Voilà. Alors, c'est très ambitieux, mais c'est un peu ce qu'on essaie de se faire, surtout quand on est dans le conseil ou un peu technicien de tel ou tel sujet.
c'est pas tellement pour se faire plaisir au côté technique, c'est que Candy, certains concepts et tout, ça nous aide quand même à mettre un peu d'ordre et parfois à trouver le chemin pour se comprendre et dépasser un truc qui était au début Et alors justement, pour continuer de donner des points de repère et aider les organisations à avancer, j'avais envie qu'on clôture par un petit mot de la fin et notamment pouvoir donner des rendez-vous, puisque chacune de nos 3 organisations est active, pour pas dire hyper active, en communication, qui n'est pas de la communication pour faire de la pub, mais qui est de la communication au service de l'éducation populaire et de l'éveil des consciences et parfois pour reprogrammer ou accompagner des changements de conviction. Donc Candice, toi, tu as 2 rendez-vous que tu donnes. Est-ce que tu vas en donner juste 2-3 petits mots, expliquer 2-3 petits mots? Oui, alors très concrètement, le rendez-vous du 18 mars, donc c'est mardi, ça se passe à Paris, c'est pour les entreprises qui doivent appliquer ce qu'on appelle la CSRD, qui est une directive européenne sur la transformation et le reporting liés aux enjeux environnementaux et sociaux, pour faire court. Et dans la mesure au niveau réglementaire, ça bouge un petit peu, il y a une zone de flou, et donc on vient avec Hatch, le cabinet Hatch et le cabinet Samy, et donc moi-même, du coup, essayer d'apporter de la clarification dans cette zone un peu floue liée à la CSRD. Ceux qui savent de quoi on parle s'y retrouveront, les autres, vous embêtez pas avec ça. Et pour le deuxième, donc Sauver la planète et mon résultat net, là, donc c'est dans le cadre de la commission RSE du MEDEF 31, dont je fais partie, où nous organisons du coup un événement où on essaye de montrer à la fois de manière pratique avec des ateliers comment on arrive à concilier on va dire, contribution positive pour la planète et pérennité économique, donc dans le cadre de 16 ateliers, puis d'une plénière décoiffante avec le vice-président du MEDEF qui va parler de croissance durable, Fabrice Bonifay qui va apporter son avis pour ceux qui le connaissent, qui va certainement être à l'opposé de la première prise de parole, plus 2 entrepreneurs, Emmanuel Parache qui a parlé de biodiversité et de robustesse, et Maël Couvreux qui est DAF d'une boîte du BTP, qui vont parler aussi de leur propre expérience, et ça se passe à TBS à Toulouse le 1er avril. Merci Candice. Thierry, de la même manière, tu as des rendez-vous à donner en présentiel. Oui. Tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Voilà, oui. Donc je n'ai pas les dates, on est en train de les caler. Là. C'est 3 événements en fait, qui sont des reproductions annuelles de choses qu'on fait, donc qui traitent de sujets différents. Le grand procès de la RSE, où on met un peu en scène une version procès, des débats autour de la gouvernance, justement, d'entreprises responsables, société impact et tout ça. On essaie de voir qu'est-ce que ça donne. 60 minutes impact, mais là, on traite clairement d'impact. Là, ce sont des façons de s'inspirer d'entrepreneurs ou de projets qui ont de l'impact et on essaie de décrypter tout ça. Et Act for Climate, comme son nom l'indique, c'est en fin d'année un événement qu'on a créé pour parler de ce qui se passe au niveau international des COP, même si depuis 2 ans, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on en fait en local? Voilà, donc 3 événements, on rassemble un peu notre communauté et on essaie de faire de la sensibilisation, de l'information et surtout de rebondir dessus toute l'année, sachant qu'est-ce qu'on en fait en local. Voilà en quelques mots. Merci Thierry. Quelques rendez-vous que vous donne également le cabinet que je représente, donc Wunjo. On vous invite le 19 mars prochain à la 22e édition du SAV de la QVT. Le SAV de la QVT, c'est une émission de télévision qui fait le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années, c'est-à-dire beaucoup de croyances erronées sur le travail et sur la façon de vivre le travail ensemble et de le réaliser. Donc, on a une intervention assez exceptionnelle de Nathalie Barnier qui viendra nous parler des facteurs clés de succès d'une démarche qualité de vie au travail, elle qui a exercé ce métier pendant quelques années chez un très grand compte. On vous donne rendez-vous également le 28 avril en partenariat, donc c'est en visio, le SAV de la QVT, de manière par contre présentielle. Ah non, pardon, on n'est que sur de la visio. Webinaire le 28 avril, un moment que je vais avoir le plaisir d'animer moi-même, pour commencer à sortir finalement d'une vision très obligataire et très contraignante de la QVT et y voir plutôt des opportunités pour le vivant qui travaille dans les organisations. C'est un webinaire qui est organisé en partenariat avec la fondation Oikos. On a un 3e webinaire qu'on propose le 11 avril, si vous avez envie d'être l'acteur, l'actrice des changements sur le volet de l'impact social en interne et que vous avez envie de devenir consultant en qualité de vie au travail. Wunjo a sa propre école de formation en interne. Et on vous raconte tout ça le 11 avril à 11h avec ma collègue Audrey Salom. Derniers éléments de rendez-vous, vous avez peut-être entendu parler de la fresque de la QVT.
C'est un atelier expérientiel dont Candice peut témoigner, bien sûr. C'est un atelier qui est très, très particulier. C'est une expérience immersive. C'est une expérience où il y a beaucoup d'interactivité et beaucoup de sensibilité et en même temps extrêmement pragmatique. Et la fresque de la QVT a été reconnue comme l'une des 30 fresques majeures de France. Elle est parue dans un livre aux éditions Dunod en octobre dernier. Et ce qui était jusqu'à présent un séminaire d'une journée pour engager une profonde transformation de la façon de voir et de vivre le travail ensemble, s'est décliné en différents formats. Et la taille S vient de sortir. On est sur un format de 2h30 et elle est en tournée un petit peu partout en France, mais elle commence en mars-avril par des terres très toulousaines, castraises, albigeoises et montalbanaises, avec une ouverture à partir d'avril en visio. Donc, si vous avez 2h30 pour plonger dans l'univers absolument fabuleux d'une expérience du travail humanisé et pour aller chercher des clés et des réponses très concrètes pour faire en sorte que le travail soit quelque chose de plus désirable. On aura plaisir à vous retrouver. Avant de vous laisser, un dernier petit mot pour clôturer le sondage. Sachez, Candice et Thierry, que nous avions avec nous des personnes qui travaillent dans des organisations qui, globalement, ne respectent pas forcément la loi, sont pas engagées à un RSE, n'ont pas la qualité de société à mission, ne relèvent pas de l'ESS, n'ont pas de labellisation en tant que telle. On avait quelques personnes qui pensent que leur boîte, en gros, elle respecte juste la loi ou elle est tout juste engagée en RSE. Donc, voilà le profil qu'on avait. On espère que cette, cette pause de ce midi aura été génératrice chez vous d'une envie de contribuer à faire avancer les choses. Merci à toutes et à tous et merci à tous les deux pour vos prises de parole engagées. À bientôt. Merci.